bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube pour votre information concernant précisément les élections professionnelles comme nous l'avions annoncé précédemment. Donc ce bulletin d'information portera sur trois axes. On vous parlera effectivement des opérations de la campagne électorale, en passant par le protocole d'accord que nous avons partagé, en passant par la publicité et l'affichage des listes, à la fois des électeurs et listes des candidats. Et puis, on vous parlera également dans le deuxième axe de notre profession de foi, c'est-à-dire la déclaration publique que nous faisons de ce que nous sommes, FOAPF, nos valeurs, les 4 valeurs que nous allons vous décliner tout à l'heure. Et enfin, on vous parlera dans le troisième axe de nos orientations pour le mandat à venir, à savoir 2023-2026. Le protocole préélectoral. Donc, du coup, nous vous avons transmis pour information ce document qui vous informe notamment sur vos droits. On a bien insisté, puisque c'est une question aussi de permettre que le scrutin soit bien suivi par une grande majorité d'entre vous. Donc, il y a aussi dans les dispositions de ce protocole la possibilité pour que les responsables de service puissent faciliter les déplacements vers les bureaux de vote. À ce titre, il existe 3 bureaux de vote. Le bureau central qui est à Villiers-le-Bel, le bureau secondaire numéro 2 qui est à Roissy et le troisième bureau qui est au Mesnil-Amelot. Je vais vous parler maintenant des 5 scrutins qui vont concerner ces élections, puisque vous avez les 3 scrutins de la CAP, qui est la commission administrative paritaire pour les agents de catégorie A, les agents de catégorie B et les agents de catégorie C. Le 4e scrutin est la CCP, la commission consultative paritaire pour nos collègues contractuels qui votent exclusivement à ce scrutin-là. Et enfin, le comité social territorial qui est un scrutin local. Alors, concernant les 4 précédents scrutins, c'est géré par le CIG de Versailles. Le CIG de Versailles qui justement enverra le matériel de vote des organisations syndicales qui sont concurrentes. Sur l'affichage des listes électorales, vous avez bien vu que la liste des électeurs a été affichée depuis le début du mois d'octobre. Vous aviez la possibilité effectivement de consulter et de contrôler cette liste pour savoir si vous y êtes inscrit et si ce n'était pas le cas, de manière à permettre la correction par le pôle des relations sociales. L'envoi postal des listes de candidats également sera fait semaine 47, à savoir à partir du 21 novembre. Donc vous verrez dans vos matériels de vote les emblèmes FO au niveau du CIG de Versailles, parce que là on est sur l'interdépartemental des 3 départements, à savoir le 95, le 77 et le 78. Et par contre, il y a une distinction avec FO-RPF. Et là, on est à la maison. C'est pour cela qu'on tient beaucoup à notre acronyme, mais j'en parlerai tout à l'heure sur notamment le deuxième axe concernant la profession de foi de FO-RPF. Sur l'affichage des listes de candidats, vous avez vu que FOAPF a pu déposer sa liste excédentaire. Ça démontre la capacité de FOAPF à avoir mobilisé ses candidates et ses candidats pour qu'ils puissent effectivement se présenter sur notre liste de candidats pour le CST. Nous en sommes assez satisfaits, puisque je peux vous garantir que c'est un exercice très compliqué d'aller démarcher les candidats pour qu'ils puissent se présenter sur une liste électorale comme celle-ci. Donc nous tenons à les remercier beaucoup pour la confiance qu'ils nous ont accordée de pouvoir effectivement permettre le rayonnement de notre organisation. Maintenant, nous allons vous parler de notre profession de foi. La profession de foi, c'est la déclaration publique que je fais actuellement devant vous qui présente FOAPF. Notre profession de foi se résume en 4 valeurs qui sont la proximité, le fait que vous nous ayez vus pendant ces 4 années dans vos services, la solidarité, le fait que notre liste de candidats représente une majorité de métiers dans la collectivité, la qualité de notre travail sur des positions souvent argumentées et référencées juridiquement, et le sens du service public. Le bilan que je vais vous parler maintenant, bien sûr, il porte sur les 4 années 2019 à 2022 et ce sera tracé pour des raisons de transparence. Nous ne tenons pas à vous donner de l'information que vous ne serez pas en mesure de vérifier.
Je parle à la fois sur le contrôle de tous ceux qui sont anciens au sein de l'agglo et de manière aussi à permettre à vous les nouveaux qui sont arrivés dans le flux des arrivants de savoir comment FOIPF a pu travailler pendant ces 4 dernières années. Donc nos flash infos sont des témoins de la traçabilité de tout ce que je vais dérouler maintenant. En janvier 2019, la question du CIA. Pierre Barros, le vice-président délégué au RH, s'était engagé effectivement à revenir vers nous pour des discussions concernant notre revendication pour les 20% du CIA. Je vous explique techniquement. Le CIA, c'est le complément indemnitaire annuel qui est à un pourcentage aujourd'hui de 10% sur votre IFSE mensuel. Et là, FOIPF souhaite avoir 20%. Comme nous sommes dans des discussions justement sur le pouvoir d'achat, nous espérons effectivement aller au-delà de ces 10%. L'élaboration d'un guide cadre pour la procédure de protection fonctionnelle. La protection fonctionnelle, c'est de manière à vous protéger dans l'exercice de vos fonctions ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions. Et ça, c'est au CTP de juin 2019. Encore un guide d'information à l'origine de FOIPF sur les procédures d'avancement de grade et de promotion interne, comité technique paritaire de juin 2019. Les procès-verbaux de ces comités tracent effectivement les apports de FOIPF sur ce bilan. Le dispositif de préparation de reclassement lié effectivement au problème de protection en matière de santé au travail. FOIPF avait demandé et revendiqué que le comité de reclassement soit pluridisciplinaire, notamment puisse avoir la présence des représentants de personnel. À ce stade, pour l'instant, il n'y a pas de représentation de personnel au sein de ce dispositif pluridisciplinaire, mais il y a quand même eu au comité technique paritaire, au CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 19 octobre 2019, la validation de ce point à l'ordre du jour sur l'impulsion de la FOIPF. Concernant le CSU, il y a eu un grave problème de risques psychosociaux en 2019 et avant au sein de ce collectif de travail. Grâce au travail d'écoute et de proximité de FOIPF, le CHSCT a pu rendre visite à ce collectif de travail, une enquête administrative a pu être diligentée et une inspection également, et c'est le PV du comité technique paritaire d'octobre 2019 qui le trace. Composition de l'IPR, l'instance paritaire de recours concernant le CIA dont je viens de vous parler. Là aussi, FOIPF est à l'origine de cette institution qui fait que les représentants de la collectivité, à savoir les élus politiques associés aux représentants du personnel que nous sommes, des organisations syndicales représentatives du moins, siègent dans cette instance pour pouvoir donner un avis sur les recours que vous pouvez instruire quand vous n'êtes pas d'accord sur les conclusions et les appréciations de vos évaluateurs ou vos évaluatrices. Comité technique paritaire du 10 octobre 2019. Premier semestre 2019, impulsion par FOIPF d'une audit RH, parce qu'effectivement, il n'y avait pas, depuis la naissance de FOIPF, de stratégie RH. Ce que nous avions constaté, nous vous rappelons que depuis octobre 2016, nous sommes effectivement à l'origine de revendications, aussi par une motion de février 2019, pour une élaboration d'une stratégie RH, ce que nous avons enfin obtenu, et notamment la réorganisation de cette direction. CTP du 14 février 2019, proposition et rejet de la proposition d'un conseiller en organisation qui nous avait été présentée justement concernant la DRH. Nous ne comprenions pas pourquoi la création d'un tel poste alors qu'il y avait dans notre collectivité une directrice générale adjointe des ressources plus une DRH. Donc là pour nous ce n'était pas du tout adapté et en plus incongru en termes budgétaires. Pour 2020, la question de la parité femmes-hommes, FOIPF a été la seule organisation syndicale à se positionner efficacement. C'est comme ça que nous avons pu obtenir qu'une correction sur la strate des emplois fonctionnels de la direction générale en 2020. Nous avions rédigé une lettre ouverte, si vous vous souvenez, le 3 mars 2020, où nous avions critiqué publiquement le fait que notre collectivité n'était pas exemplaire sur cette question. Et d'ailleurs, je rappellerai qu'elle a déjà été gravement pénalisée financièrement à hauteur de 90 000 € pour ce manquement. En février 2020, nous étions mobilisés contre l'épidémie de la Covid-19. C'est grâce à FOIPF que le plan de continuité d'activité, que le plan de reprise d'activité a été actionné par le CHSCT du mois de mai. La pandémie a commencé à s'activer au niveau national au mois de fin février. Au mois de mai seulement, il y a eu un CHSCT. Donc, si FOIPF n'avait pas été là, nous n'aurions pas eu de plan de reprise d'activité. Tout ce que nous vous disons là aujourd'hui, dans ce bilan, est tracé par le mail que nous avons rédigé à l'ensemble des utilisateurs, daté du 28 mai 2020 et qui n'a pas été contesté. Le CTP d'avril 2021, nous avons accompagné et pris en charge les assistantes maternelles qui ont fait l'objet
d'une modification de leurs conditions d'emploi. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une instance qui est en contentieux auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Même si nous pouvons reconnaître qu'aujourd'hui, les choses ont évolué dans le bon sens, notamment sous l'impulsion de la nouvelle DRH, Madame Gillot. Et Madame Pauline Girard, que je tiens à souligner, qui nous avait présenté aux professionnels une sortie que je considérais plutôt satisfaisante. En janvier 2021, lettre ouverte à M. Pascal Doll pour le licenciement, contre le licenciement abusif de la juriste, pour ceux qui s'en souviennent. Et cette action syndicale, nous avions là encore été le seul syndicat dans son bilan à s'être opposé à cela, et nous avons pu obtenir avec cet agent sa réintégration par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En 2021, nous avons été à l'origine du lancement des mesures stratégiques des RH sur la base de la loi de transformation de la fonction publique qui a vu le jour le 6 août 2019, notamment les LDG, les lignes directrices de gestion, les registres de signalement des actes de violence et de discrimination qui sont à votre disposition. Là aussi, c'est une proposition et un lancement par FOIPF. Le plan d'action égalité femmes-hommes, je viens justement d'en parler. Aujourd'hui, ça existe parce que Force ouvrière, Principe de France, en a été un formidable accélérateur. Et c'est tracé par le CTP du 11 février 2021. Concernant la déprécarisation des agents contractuels, vous savez que nous menons ce combat depuis 2017. En janvier 2020, nous avons pu obtenir au CTP du 15 janvier l'information de la déprécarisation de nos collègues de catégorie C qui sont contractuels sur la micro-crèche de Pitchoun, le multi-accueil de Villeparisis, le multi-accueil le crèche collective de Mitry-Mory, Madeleine Vernet, la direction des sports également. Il y a eu des agents contractuels de catégorie C qui ont été déprécarisés et aussi les ASVP. La suite de notre bilan sur l'année 2021 concernant le télétravail. Rappelez-vous, nous avons fait un travail de terrain de consultation pour savoir effectivement ce que vous auriez souhaité. Et c'est de là que nous avons pu dégager de notre revendication les 2 jours de télétravail par semaine. Nous avons aussi été un accélérateur pour le lancement des négociations pour le télétravail. Tout n'est pas encore terminé puisque le compte n'y est pas, notamment sur la question du versement des frais engagés. Et nous allons aussi demander et revendiquer le rappel de ces frais depuis la date de la signature du protocole. Comité technique du 1er juillet 2021. Impulsion de la réorganisation de la direction dite Destin, du fait de la proximité toujours, puisque pour avoir écouté des agents en difficulté dans des mauvaises conditions de travail, il y a eu une réorganisation de la direction économique des territoires et de l'innovation du numérique. Le 11 février 2021, nous avons rejeté la phase test pour le télétravail, puisque pour nous, ça n'était pas opérant, puisque le télétravail forcé de la crise sanitaire nous paraissait déjà suffisant pour pouvoir savoir qu'il fallait qu'on y aille. Le CTP du 11 février 2021, déprécarisation encore des contractuels de catégorie C qui sont en CDD. On n'a plus assez de place. En septembre 2022, FOIPF a impulsé l'ouverture des négociations, rappelez-vous, pour le pouvoir d'achat dans le contexte de la pression inflationniste à plus de 6%. Et rappelez-vous aussi le grave dysfonctionnement lié au comportement de l'ex-DRH. Et nous avons été très prégnants pour la suspension de l'ex-DRH, pour qu'il y ait le déclenchement d'une enquête extérieure et également une décision adaptée telle que son licenciement pour faute grave. Et je vous rappelle que FOIPF est en procédure pour pouvoir se constituer partie civile dans le volet sur l'axe pénal. Concernant le 3e axe de ce bulletin d'information, ça portera sur nos orientations 2023-2026. L'orientation phare pour FOIPF sera la réduction du temps de travail en raison de la pénibilité. Il y a des métiers qui sont pénibles dans l'agglo. On a identifié notamment nos collègues du CSU, parce que ce sont des gens qui travaillent de nuit, tout comme les policiers, nos collègues qui travaillent aussi au niveau des espaces verts, de la propreté urbaine, et même y compris nos collègues qui travaillent dans la petite enfance, par rapport à des postures très contraignantes. Aujourd'hui, il faut savoir que la CRPF ne pratique pas, alors que c'est légal, la réduction du temps de travail, puisque vous savez que le cadre de référence annuel est de 1607 heures. Donc FOIPF veut aller à la conquête de la réduction du temps de travail, notamment pour ces métiers de forte pénibilité. Ça, c'est le premier axe sur nos orientations. Ensuite, il y a la question de la politique et de la culture de la signature d'accords. Il y a des points en matière de gestion RH qui sont importants, tels que la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, de manière effectivement à permettre de topper les carrières, notamment dans le cadre avec les outils RH que nous avons en interne, qui sont notamment l'entretien professionnel. Donc là, nous voulons signer des accords ambitieux sur ces questions.
Encore un accord sur le pouvoir d'achat, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous souhaitons qu'il soit conséquent, compte tenu effectivement de la pression inflationniste de plus de 6% qui nous impacte tous aujourd'hui. La qualité de vie au travail, ce n'est pas simplement un vain mot, la QVT. Donc tout cela doit être effectivement une orientation qui se colle pile poil avec les LDG, qui sont les lignes directrices de gestion qui ont été fixées. La charte des relations humaines, voilà un autre dispositif qui permettrait effectivement de démontrer la vraie psychologie de l'employeur pour pouvoir mettre de la bienveillance, comme ils le disent, dans le mode de gestion du capital humain à Roissy, pays de France. Et enfin, la question de la santé au travail. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'en termes de médecine professionnelle, nous ne sommes pas bons du tout. Donc là aussi, sur le mandat, nous souhaitons que l'AGLO puisse réfléchir sérieusement à créer son propre service de médecine. Bien entendu, on nous dit que c'est un problème, c'est tendu pour tous les employeurs de la région parisienne. Oui, mais non, la revendication FOAPS sera forte sur la question de la médecine préventive. Je vous remercie de votre attention et je vous dis que ces bulletins d'information seront complétés par nos passages dans les services par plusieurs délégations, à la fois sur le 77 et sur le 95. Bien à vous et à bientôt.